Voilà. Si cela est fait, ça veut dire que les multiples des nombres premiers, des nombres qui se trouvent à la droite là, sont pas pris en compte dans les nombres qui se trouvent à la droite. Et soit si, voilà comment voilà comment on peut expliquer ici cela. Donc cette possibilité n'est pas possible. Ou soit l'addition entre deux nombres premiers. C'est-à-dire, on fait l'addition entre deux nombres premiers et deux nombres impairs, deux nombres premiers et deux nombres impairs. Cette addition, voilà ici, cela c'est impossible. Cela c'est impossible. Voilà, ça c'est une possibilité, comme on avait fait auparavant. Mais au cas où on change de programme pour dire que l'addition entre deux nombres premiers et deux nombres pairs, et ensuite deux nombres premiers, deux nombres pairs, c'est impossible. Cela ne peut pas se passer. Bon, comme la vidéo est un peu plus rapide, et je n'arrive pas à concorder ensemble mon explication avec les défilements. Tout qu'on fait, comment fait passe. Ce qui a été dit dans l'explication pour les noms premiers là, comment identifier les noms premiers et comment expliquer la conjonction de Golba et ainsi de suite. Et la conjonction de Golba et la façon des noms premiers, c'est ces mêmes explications qu'il y a représenté ici de façon graphique pour que ça puisse être vu par tous. Voilà ce que ça a été dit. Quand deux nombres rouges se présentent, ça veut dire qu'il y a la différence entre deux nombres premiers. Voilà. Si deux nombres non rouges se présentent, ça veut dire qu'il y a une addition entre deux nombres qui n'est pas nombre premier. Si un nombre premier plus un nombre rouge se présente, ça veut dire qu'il y a une addition entre un nombre premier et un nombre non premier. Donc, si cette bande-là, c'est typiquement, je dirais, la liste de la composition des nombres dans les entiers naturels qui est présenté ici. Il est fier cela pour pouvoir expliquer mon principe d'addition pour expliquer le nombre premier et mon principe d'addition pour expliquer la constitution de Golba, mon principe d'addition pour expliquer la radification d'un nombre premier, mon principe d'addition pour expliquer la conjecture de Kisan Golba et mon principe d'addition pour expliquer la limite de la conjecture de Golba. Voilà. Déjà, nous avons avancé de la compréhension des nombres premiers, qu'est-ce qu'un nombre premier, et attaqué à ces conjectures, il dirait à ces problèmes. Voilà que c'est clair, l'explication, voilà, il revient encore pour pouvoir vous montrer comment ça se passe. C'est clair et c'est compréhensible. Même on n'a pas, c'est pas forcément besoin d'avoir un niveau très élevé en mathématiques pour pouvoir mieux comprendre. Non, c'est fait de façon très simple d'explication pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai fait cela pour que tout le monde puisse comprendre dans ce sens. Mais ce logiciel existe. J'ai mis les liens dans ma chaîne YouTube. Ceux qui veulent ce logiciel pour voir ces essais, ils téléchargent et puis ils peuvent s'exercer. Il dit que comment se comporte, comment étudier ce logiciel se passe dans l'onglet de la fin. Lorsqu'on tape, il y a une présentation des tests qui explique comment ce test-là, comment utiliser ce logiciel. Et je l'ai dit. Voilà comment ça se passe. De façon claire et nette. Voilà. Il vient d'expliquer. Donc, pour récapituler, point B, vous savez qu'est-ce qu'un nombre premier. Comment reconnaître un nombre premier. Comment identifier un nombre premier. Avant de s'attaquer à ces problèmes, aux conjectures. Première conjecture, c'est la conjecture de Kisan-Golba, qui dit que un nombre pair peut s'écrire comme la somme des nombres premiers. Nous avons démontré cela à travers l'expérience que je viens de donner. Et la limite, la raréfaction des nombres premiers, on a démontré cela. La limite de la conjecture de Golba, on vient de démontrer cela. Et la conjecture faible de Golba, on vient de démontrer cela. Et nous sommes servis de la bande. Bien sûr, nous sommes servis de la bande pour pouvoir faire cette explication-là. Voilà. La bande nous a servi à faire cette explication que je viens de donner ça. Voilà.
au fur et à mesure qu'on avance. Et ça nous dit. Voilà. Je vais laisser cette partie-là partir. Et puis, maintenant, nous allons essayer de nous attaquer. Maintenant, nous allons nous attaquer maintenant à une forme que j'ai dit. J'avais pas de géométrie. On va expliquer. Ici, la forme des géométries, de toute forme géométrique, et la limite de la plus grande, la limite de toute forme géométrique, quelque chose avec les grandeurs. Mais avant de s'attaquer à cela, nous allons essayer de savoir est-ce que des objets se touchent à un point ou pas. On dit que tout objet, deux objets se touchent à un point. Voilà, on va faire cette démonstration d'abord pour pouvoir comprendre. Le lieu de contact entre deux objets forme un point. Voici, il est formé deux ronds et puis on va voir les lieux de contact. Voilà. Maintenant, on va essayer d'insérer ce point-là au milieu. Voilà, on va essayer d'insérer ce point-là au milieu pour pouvoir expliquer. Voilà, on va insérer ce point-là au milieu. Voilà, ici, on est deux objets se situent à un point. Ici, auparavant, on avait deux objets, mais maintenant, si les points existent, on a trois objets maintenant. Voilà, est-ce vraiment deux objets se situent à un point? Les points permettent de séparer ces deux objets-là. Donc, en réalité, pour moi, deux objets ne se touchent pas à un point. Non. Deux objets ne se touchent pas à un point. Pour moi, non. Il n'y a pas cela. Je dis que deux objets se touchent par un trait. Un trait. Voilà. Si les points existent là, les deux objets ne se touchent pas. Mais les deux objets se touchent par un trait. De là encore, si les deux objets se touchent par un trait encore, cette partie-là va former un plat. Voilà, là où j'ai quelque chose de pas, ça va former un plat. Et si cette partie forme un plat, les rayons qui passent par là sera inférieur aux autres rayons. Voilà. Donc cette partie-là, un plat, les rayons qui passent par là sera inférieur aux autres rayons. C'est-à-dire quoi? Si vraiment que ces deux objets, les cercles, les rayons de ce même cercle sont tous égaux, il n'y aura pas de plat. Parce que les rayons qui passent par là, ça veut dire que la partie qui est plate, ça veut dire que ce cercle n'est pas bien défini. Donc les rayons sera inférieur aux autres rayons. Si les rayons sont tous égaux, ça veut dire qu'il n'y aura plus de contact entre ces objets. Voilà. Donc, si les cercles sont vraiment parfaits, ça veut dire que les rayons d'un même cercle sont parfaits, et un cercle de ce genre, lorsqu'on veut décider de rapprocher pour le coller, il n'y aura pas de contact. Dès qu'il y a un contact, ça veut dire qu'il y aura plat. Un objet, des objets ne se touchent pas par un point pour moi, plutôt par un plat. Le lieu de contact forme un plat. Et si le lieu de contact forme un plat, ça veut dire que cette partie-là, les rayons qui passent par là sera inférieur aux autres rayons. Pour récapituler, on va avancer. On va avancer encore dans d'autres sens un peu plus élevés. Voilà. Voici une forme ici, une forme qui est formée, une forme losange, je dirais, voilà, pour expliquer cela bien sûr. Voilà, vous voyez un peu le contour. Ça veut dire que si c'est ça qui était pentagone là, qui a plusieurs côtés, voilà, lorsqu'on a grandi, on essaie d'éliminer ce côté plat au fur et à mesure. Pour que ça devienne parfait. Et on continue encore. Pour que ça devienne parfait encore. On continue encore. Si on agrandit jusqu'à ce que ces ronds deviennent, ces places ne se forment plus autour et ces ronds deviennent tous égaux. Un cercle de ce genre, lorsqu'on veut essayer de les rapprocher, il n'y aura pas de contact. Ça veut dire quoi? Les ronds d'un même cercle parfait, les ronds d'un même cercle qui sont tous égaux, lorsqu'on essaie d'approcher un cercle de ce genre, lorsqu'on essaie de coller ces deux cercles de ce genre, il n'y aura jamais de contact. Parce que si jamais il y a contact, cela veut dire que cette partie devient plat. Si cette partie sont plat,
Ça veut dire que le contour là, les rayons qui va passer du point central, les rayons qui va passer par ce point sera inférieur aux autres rayons, puisque le sexe sera un peu à ce côté. Donc, il y aura des contacts lorsque le sexe n'est pas parfait. Il n'y aura pas de contact lorsque le sexe est parfait. Donc, ce qui veut dire que les sexes que nous connaissons ici, ne sont pas les sexes qui sont parfaits. Donc, des sexes parfaits ne peut jamais se toucher, jamais. Si les sont parfaits, c'est-à-dire que les ronds sont tous égaux, et de part et d'autre, donc il ne peut jamais avoir de contact. S'il y a de contact, ça veut dire que les sexes ne sont pas parfaits. Voilà. Maintenant, le but c'est de démontrer la limite des formes parfaites. La limite des formes qui existent. On va démontrer qu'une forme qui ressemble à la grandeur peut avoir sa limite. Voilà. Vous voyez ça ici, on a une forme ici. Il y a un rond qui est dans le cercle, mais il y a tout l'extérieur. Pour que cette forme ne puisse pas avoir sa limite, il faut qu'il ne puisse. Pour que cette forme ne puisse avoir sa limite, puisse avoir une limite, il faut qu'il n'y ait plus de l'extérieur. Donc on va faire de sorte. Le but c'est d'annuler l'extérieur de cette forme-là. Si nous avons trouvé un moyen d'annuler l'extérieur de cette forme-là, c'est que nous allons demander que cette forme peut avoir sa limite. Donc voilà, on a grandi. Il y a des cercles qui se trouvent à l'extérieur, sont finis par se trouver à l'intérieur du cercle. Au fur et à mesure qu'on a grandi. Le but c'est de faire en sorte qu'on ait pris de l'extérieur encore. Si on a pu démontrer que ce cercle n'a plus de l'extérieur, c'est que si à l'extérieur, c'est que cette forme a atteint sa limite. Parce qu'à l'extérieur, on peut continuer à grandir cette forme-là. Donc, toutes ces figurines-là se trouvent à l'intérieur du cercle maintenant. Mais il y a des figures, des carrés ici qui sont, voilà, 3 carrés ici qui ne sont pas à l'intérieur. Donc, ils se trouvent à l'extérieur. Donc, ces formes qui se trouvent à l'extérieur, ça veut dire que le cercle peut continuer à s'agrandir toujours. Voilà. Donc, pour cela, la seule manière de faire, on va essayer de faire une ouverture des bras. Comme lorsque on croise les bras comme ça, on ouvre, on essaie d'entourer tout un objet avec nos 2 bras. Mais pour pouvoir arriver, on essaie de tendre les bras comme ça, on ouvre les bras comme ça, jusqu'à ce que, voilà, tout objet puisse rentrer dedans. Voilà. Ça veut dire que les cercles là, on vient de casser pour le faire à une droite. Voilà. Ça veut dire que les deux objets maintenant font partie du cercle maintenant. Voilà. C'est on a grandi, on ouvre, c'est-à-dire on ouvre les bras du cercle maintenant, on fait une ouverture des bras. Les objets qui sont trouvés maintenant à l'extérieur, des objets qui se trouvent à l'intérieur. Mais toujours, il y a des objets ici qui se trouvent encore à l'extérieur. Voilà, c'est les objets qui bougent là. Et puis, voilà, des 3 objets qui se trouvent à, voilà, des objets qui se trouvent à la droite là. Il ne faut pas partir de l'intérieur, se trouve à l'extérieur. Passer de ce côté, le cercle a grandi, et puis on a fait une ouverture pour tendre le cercle là, pour l'ouvrir, comme le bras, pour que ce soit une droite. Donc tout ce qui se trouve à la droite là se trouve dans le cercle maintenant. Mais tout ce qui se trouve à la gauche